Bonjour à tous. Je m'appelle Ousmane Diaye, je suis journaliste et j'ai la redoutable tâche de modérer cette table ronde. Nous sommes 30, on a 1h30 pour répondre à une question aussi compliquée et tout un programme. Terrorisme, politique, insécurité, quelle solution pour mettre fin au cercle vicieux? Autour de la table, nous avons d'éminents intervenants et intervenantes. Normalement, vous avez tous un appareil de traduction simultané, un pour l'arabe, deux pour le français, trois pour l'anglais. Et nous allons comment, et je précise, alors comme nous sommes nombreux et que nous n'avons qu'1h30, on ne pourra faire malheureusement qu'un seul tour de table par personne. Et chacun aura la parole 3 minutes environ pour répondre à la question. Sinon, comme j'ai des tendances dictatoriales, je couperai le micro et la parole. Voilà. Nous commençons donc avec Moussa Mara. Moussa Mara est l'ancien Premier ministre du Mali, expert comptable de formation. Monsieur le Premier ministre, la parole est à vous. Merci Ousmane. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vais essayer, dans la mesure du possible, et au risque de voir mon micro coupé, d'aborder cette problématique de terrorisme, d'instabilité politique, coup d'État et autres menaces, et essayer peut-être de suggérer quelques voies et moyens pour essayer d'en sortir. Effectivement, peut-être pour situer le contexte, quand on regarde dans le Sahel notamment, mais aussi ailleurs, une installation progressive, en tout cas profonde, des groupes terroristes et des groupes extrémistes violents, malgré des interventions extérieures, malgré des efforts fournis par les États. On se pose la question, mais finalement, quelle est la solution par rapport à cette question? Et d'autre côté, quand on regarde aussi une tendance à l'instabilité institutionnelle, pour dire le mot, des coups d'État ici ou là, et apparemment avec des soutiens populaires, on se pose la question, mais où est-ce que nous sommes en train d'aller? Effectivement. Moi, je vais peut-être tenter de donner quelques explications, selon mon point de vue, de ce qui peut expliquer, ce qui peut donner un sens à ces réalités-là et peut-être esquisser quelques solutions si le temps nous le permet. En ce qui concerne l'instabilité institutionnelle, peut-être le plus simple à aborder, j'ai toujours dit que les coups d'État sont des conséquences, mais ne sont pas des causes. Ce sont un certain nombre de situations qui aboutissent au coup d'État. Et donc, ces causes ou ces situations qui aboutissent au coup d'État, c'est ce sur quoi nous devons nous focaliser. Quand nous avons un contexte où la gouvernance est globalement défaillante et se traduit par des inégalités importantes, inégalités sociales, inégalités économiques, où des décideurs démocratiquement élus se comportent contrairement à tout ce qu'ils ont promis, avec une prédation sur les ressources publiques, avec du népotisme, avec de la corruption. Tout cela crée, je dirais, un ressentiment qui peut amener la déstabilisation et surtout qui peut amener un soutien populaire aux déstabilisateurs institutionnels. Donc pour moi, ce sur quoi nous devons nous focaliser, c'est comment nous pouvons travailler à ce que la gouvernance soit plus vertueuse, à ce que des règles soient mieux respectées, mieux suivies, que des contre-pouvoirs soient renforcés, réellement renforcés, et que les décideurs
démocratiquement élus puissent être soumis à la redevabilité et soumis à suffisamment de contraintes institutionnelles et de gouvernance afin de bien se conduire. Je suis sûr que si des décisions, si des actions sont établies dans nos pays dans cette direction, nous pouvons amener progressivement à diminuer les possibilités d'instabilité politique et les possibilités de coup d'État. Et au niveau de nos organisations régionales ou même de l'organisation continentale Union africaine, nous pouvons faire des efforts en la matière. Faire en sorte que la liberté d'opinion dans nos pays, faire en sorte que le troisième mandat, par exemple, soit banni et que cela soit accepté, cela soit établi au niveau international. Cela peut nous aider à avoir une gouvernance plus vertueuse et donc à diminuer les possibilités et les potentialités de crise institutionnelle. Donc ça, c'est la partie sur les coups d'État et les instabilités. Je ne sais pas si... Il vous reste 2 minutes, Monsieur le Premier ministre. 2 minutes, ça va. Et comme... C'est un peu comme la campagne électorale. D'accord, donc 2 minutes, ça va. C'est largement suffisant. Sur la question du terrorisme, là aussi, le contexte, il est bon de le percevoir. Là où le terrorisme s'installe, prend ses aises, c'est généralement un contexte où les États ont du mal à délivrer des services aux populations. Les États gèrent mal les questions de diversité, les questions des minorités. Et les États ont des difficultés avec leur périphérie. Des États centralisés autour des capitales qui délivrent très peu de services aux populations. Et plus les populations sont éloignées du centre, moins ces populations sont servies. La justice ne fonctionne pas comme il faut. Et donc, dans ce contexte-là, le terrorisme a des facilités pour s'installer. Et il est illusoire de penser qu'avec des armes, avec des moyens, je dirais, de destruction, on peut mettre fin au terrorisme. En ce moment, ce terrorisme est plus insurrectionnel, est plus révolutionnaire quelque part, que simplement religieuse, radicale. Et tant que des analyses ne sont pas faites sur ces contextes aussi, et tant que nous n'abordons pas la question de manière globale, avec l'armée et la sécurité évidemment, mais aussi avec une présence étatique capable de délivrer des services comme il faut, une présence étatique qui soit équitable et juste vis-à-vis des populations, il va être difficile de pouvoir faire face là aussi à la donne terroriste. Donc je pense que là aussi, il faut savoir être agile, intelligent et ne pas simplement avoir une réponse armée, une réponse de force face à cette réalité. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire sur ces deux questions. Merci, Monsieur le Premier ministre. Normalement, nous devons passer la parole à M. Dileta, ancien Premier ministre de Djibouti, mais je vois qu'il n'est pas encore là et doit être pris par la première précédente qui a débordé, tout comme Luis Felipe Lopez Tavares, ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert. Donc, je propose que nous passons la parole à Mankeur Ndiaye, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, ancien représentant secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, merci beaucoup. Je ne peux pas ne pas remercier, féliciter et encourager notre frère Brahim pour cette importante initiative. Je dirais la même chose que le Premier ministre Mara, mais en utilisant d'autres mots. D'abord, l'on dit souvent que tout terrorisme, même international, a des racines locales. Il se nourrit avant tout des problèmes propres à un pays, propres à une région. Et si on part de ce postulat, on peut plus facilement analyser et comprendre la carte du terrorisme sur le continent africain, d'ouest, Mali, Nigeria, par exemple à l'est, la Somalie, le Kenya, au nord, l'Algérie, la Libye, et peut-être un peu au sud vers le Mozambique. Nous sommes tous d'accord que le terrorisme constitue une grave menace à la paix et à la sécurité, à la stabilité politique du continent et porte gravement atteinte
aux équilibres socio-économiques, institutionnels et politiques de nos pays. On s'interroge aussi sur la multiplicité des acteurs, de plus en plus nouveaux, et surtout sur leur mode opératoire aussi qui change, qui varie d'une région à une autre, ce qui rend difficile et complexe les stratégies de lutte antiterroriste. On peut citer le cas de Boko Haram au Nigeria et dans le golfe de Guinée, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et Al-Mourabitin, Al-Sardine, El-Shabab ou Ansar Al-Sharia. Donc il y a une diversité de groupes avec des stratégies et des modes opératoires tout à fait différents. Alors je vais juste me référer à la conférence internationale de la francophonie organisée en 2016, les 6 et 7 juin 2016, qui avait réfléchi sur des facteurs de vulnérabilité, mais également des leviers à actionner. Au nombre de ces facteurs de vulnérabilité, l'OIF avait en défini 6, que je vais rapidement citer. 1. L'absence de contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire, qui laisse des espaces non gouvernés aux mains de groupes criminels transnationaux et de groupes terroristes. 2. La jeunesse de la population, qui représente dans certains pays, surtout dans les pays du Sahel, sahélo-saharien, plus de 40% de la population. Absence de perspective d'avenir pour ces jeunes qui vivent dans des zones déshéritées. Ensuite, l'attractivité des groupes terroristes qui proposent des activités plus lucratives et attirent les jeunes en quête d'espoir et d'alternatives. Le Premier ministre Mara en a parlé. Il y a aujourd'hui le renouveau du discours anti-néocolonialiste aussi. Et c'est important, et extrémiste, qui accapare un certain nombre de groupes de jeunes. Et le 6e facteur de vulnérabilité cité par l'OIF, c'était la très grande homogénéité d'identité dans la bande sahélo-saharienne qui complexifie le contrôle des frontières et la gouvernance de ces espaces et de ces communautés transnationales. Alors, au regard de cela, les conférenciers avaient défini 3 leviers à actionner. Premier levier, c'est le levier sécuritaire. Il s'agit là de sécuriser les frontières, de lutter contre les trafics et la criminalité organisée, de promouvoir la coopération. Le deuxième levier était le levier politique. Là, il s'agit de déconcentrer et de décentraliser certains services de l'État dans les zones les plus enclavées, de privilégier la politique de prévention en s'inscrivant dans une dynamique proactive, notamment en déléguant un certain nombre de compétences. Et le troisième levier, il était économique. Il s'agit de relancer le développement, notamment en améliorant les infrastructures routières, sanitaires, éducatives qui sont absentes dans certaines zones, de faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base, en particulier en proposant des plans de soutien à l'activité économique. Je m'en vais rapidement aux facteurs d'instabilité dans nos régions. Le Premier ministre Mara en parlait. Nous avons connu ces derniers temps une série de coups d'État, en Afrique de l'Ouest notamment. Le cas du Mali, le cas de la Guinée, le cas du Burkina et la tentative de coup d'État qu'on a connue il y a quelques mois en Guinée-Bissau. Coup d'État contre lesquels, jusqu'à aujourd'hui, aucune solution n'est trouvée. Les condamnations et les sanctions ont montré leur inefficacité et leurs limites. Que faire aujourd'hui devant ces ruptures inacceptables de l'ordre constitutionnel? Faut-il envisager des méthodes beaucoup plus fortes pour établir l'ordre constitutionnel? Voilà une question extrêmement importante. Monsieur le ministre, je précise, il vous reste 1 minute pour conclure. Je terminerai par une autre question importante que le Premier ministre Amara a abordée. C'est aujourd'hui les tentatives dans certains pays de modifier les constitutions pour s'éterniser au pouvoir. C'est un facteur d'instabilité extrêmement important à souligner. Ou les tentatives dans certains pays aussi, de la part de certains dirigeants, également de remettre en cause la limitation des mandats fixés par les constitutions. Quelle solution pour mettre fin à ce cercle vicieux? De mon point de vue, il n'y a pas de solution miracle. Il faudrait, pour la stabilité dans nos pays, que les menaces sécuritaires, les solutions aux menaces sécuritaires passent par la consolidation des institutions démocratiques, la prévention des conflits, le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption, la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre les changements climatiques, les trafics de tous ordres que nous connaissons sur le continent, trafic de drogue, trafic de ressources naturelles, trafic d'êtres humains, trafic d'organes, trafic d'armes, trafic de munitions et j'en passe. Pour terminer, et j'en termine là, monsieur le modérateur, de mon point de vue, il faut, pour vaincre toutes ces menaces, cela dépasse les capacités d'un seul pays, d'où l'impératif de renforcer la coopération et la solidarité africaine et internationale. Merci. Merci, monsieur le ministre Mankeur Ndiaye. La parole est à Alpha Bari, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien journaliste, donc je suis sûr qu'en hommage à son ancien métier, il va strictement respecter les 3 minutes. Bon,
j'ai eu la dictature du temps pendant de longues années quand je travaillais pour la radio. Je pensais m'en défaire maintenant. Micro, s'il vous plaît. Marche. Merci pour aller tout droit au but. Je voudrais souligner la question de la survie des États du Sahel central. Le Burkina, le Mali, le Niger. Et il y a seulement quelques jours, le nouveau ministre de la Défense du Burkina insistait sur cette question de la survie du Burkina Faso. Parce qu'en effet, on estime aujourd'hui à plus de 50% du territoire qui est hors du contrôle de l'État ou de l'administration centrale. Ça veut dire pas d'école, pas d'administration, pas de police, pas de gendarmerie. C'est assez inquiétant et le cas du Burkina peut être également partagé par le Niger et le Mali, sauf que le Burkina est un État encore, beaucoup plus petit et donc la menace est encore beaucoup plus grave à ce niveau. Il y a quelque temps, nous avions appelé à une solidarité forte de la part donc, de la communauté internationale, mais aussi au niveau de la sous-région ouest africaine. Et faute d'avoir été entendu aujourd'hui, des pays comme le Burkina Faso se retrouvent dans cette situation. Et nous avions attiré l'attention sur le fait que des pays comme le Burkina Faso, ou comme le Mali, ou comme le Niger, constituaient un verrou à la fois pour les pays de la côte ouest africaine, mais également pour les pays du Nord. Et comme vous avez constaté, le terrorisme a traversé les frontières du Burkina pour se retrouver au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire et peut-être, je ne sais pas, au Ghana. On n'a pas encore signalé d'attaque réelle dans ce pays. Et si aujourd'hui on ne prend pas véritablement en charge cette question de soutien massif par rapport à ces pays, nous risquons donc de voir envahir complètement tous les pays du Sud, c'est-à-dire les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Mais une fois que les terroristes auront conquis ou se seront bien installés dans ces pays-là, ils vont s'attaquer également aux pays du Nord, j'en suis sûr. Et donc, nous devions être dans une synergie d'action entre à la fois les pays côtiers, qui sont donc au sud de ceux du Sahel central, mais également les pays du Nord, c'est-à-dire ceux du Maghreb, donc dans une synergie d'action contre le terrorisme et avec un soutien massif de la part donc, des pays, j'allais dire, hors du continent. Parce que ce que nous avons vu jusque-là, il y a des soutiens de l'Union européenne, des soutiens des pays du Nord, mais j'allais dire c'est des soutiens que les Africains, aujourd'hui on voit toutes les clameurs qui viennent donc des rues africaines, pour dire que ce soutien n'est pas à la hauteur donc des attentes ou de ce que ces pays-là peuvent attendre en termes d'action. Donc, et en même temps, la rue ne veut pas voir des soldats venus d'ailleurs pour combattre donc, le terrorisme sur nos territoires. Ça, c'est un fait. Donc, il faut qu'il y ait ce soutien en termes d'équipement, mais en termes aussi de formation. Et aussi qu'à l'intérieur de nos pays, nous puissions nous attaquer à l'autre aspect qui a été évoqué aussi par le Premier ministre Mara, parce que la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement une affaire des militaires, mais c'est une affaire aussi de société. Donc, les aspects communautaires de la lutte contre le terrorisme prennent en charge donc ces questions-là. Donc, je voudrais dire que c'est important qu'il y ait donc cette solidarité et en tenant en compte que la menace concerne tout le monde. Aujourd'hui, c'est le Sahel central.
Demain, ça peut être la partie nord de l'Afrique et la partie sud de l'Afrique. Monsieur le ministre, si vous pouvez conclure, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, merci, monsieur le ministre Alpha Bari, ancien ministre des Affaires étrangères. Je note que les solutions se rejoignent, les propositions aussi. La parole est maintenant à Saïd Fahmi Ibrahim El Masseli. Monsieur Masseli est l'ancien ministre de la Justice, ancien ministre des Affaires islamiques de la République des Comores. Merci infiniment. Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres, Monsieur le modérateur, chers collègues et honorable assistance, merci infiniment pour cette opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de contribuer à réfléchir sur ces questions qui nous interpellent tous sur le problème de notre continent. Je tenterai d'être très bref puisque l'essentiel a été rapporté, dit, expliqué. Je voudrais juste peut-être compléter mon cher collègue et frère, le ministre Ndiaye, dans sa conclusion, lorsqu'il appelle à une plus de coopération entre l'Afrique, parce que la réponse aux maux qui rongent notre continent doivent effectivement être des solutions africaines. C'est vrai qu'il y a des problèmes conjoncturels que nous vivons, mais la réponse à cette problématique doit être pertinente dans ce sens qu'il faut qu'il y ait une réponse conjoncturelle. On ne peut pas naturellement accepter ce qui se produit actuellement, mais surtout réfléchir sur une réponse structurelle à apporter sur la question africaine. La réponse structurelle, elle peut être obtenue quand on aura engagé des réformes structurelles dans le continent. Parce que toute politique doit être menée en fonction des moyens que nous avons. Or, pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre la plus grande du terrorisme qui est l'ignorance, nous devrons éduquer, former les enfants de ce continent, soigner les enfants de ce continent. Mais il faut que nous ayons les moyens de notre politique. Et ces moyens dépendront de la réforme qu'elle va être apportée. Hier, à l'occasion d'une intervention, j'ai appelé à la mutualisation des forces de l'Afrique. J'ai appelé à la création d'une communauté du blé, du pétrole, parce que c'est effectivement dans cette mutualisation que nous pourrons apporter, avec les moyens qui en découlent, des réformes structurelles pour faire en sorte que le continent s'enrichisse un peu plus. Sans cet enrichissement, nous allons continuer à gérer la problématique, à continuer à gérer ces problèmes en Afrique. Mais nous ne réussirons pas à faire face à ces besoins vitaux que chaque Africain aspire à vivre dans un continent en paix, prospère, où... Monsieur le ministre, je vous laisse conclure, s'il vous plaît. Merci infiniment. Je m'arrêterai là en disant que la réponse doit être non seulement conjoncturelle, mais on doit réfléchir à apporter une réforme structurelle et une réponse structurelle. Merci. Merci, monsieur le ministre. Nous avons été rejoints par Luis Felipe Lopez Tavares, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense du Cap-Vert. Bienvenue à monsieur Lopez Tavares. La parole est à vous pour répondre. Comment sortir du cercle vicieux, terrorisme, insécurité, islamisme? Bonjour à tous. Une bonne question, effectivement. Je m'excuse pour le retard, j'étais dans un autre panel en session plénière. Je voudrais partager avec vous un certain nombre de réflexions. Je disais tantôt que, Dieu merci, je viens d'un pays qui est un havre de paix et de sécurité, le Cap-Vert. Et nous ne connaissons pas ce problème de terrorisme et d'instabilité, mais c'est un problème qui nous préoccupe au niveau de notre continent. Et je voudrais partager avec vous un certain nombre de réflexions sur ce qui se passe
en avoir été ministre de la Défense, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui sont autour de cette table. Comme ministre des Affaires étrangères aussi, on a beaucoup discuté. Dès lors, avec mon ami Mankeur qui est juste à côté, je voudrais vous dire... Excusez-moi, monsieur le ministre, je vous interromps juste une minute. Si on peut dire à la salle d'à côté de fermer la porte ou de diminuer le son parce que nous ne nous entendons pas et c'est très désagréable. Ministre, vous pouvez reprendre, excusez-moi. D'accord, merci beaucoup. Donc je disais que le terrorisme est maintenant le sujet probablement stratégique le plus traité dans les médias au niveau mondial, mais particulièrement ici en Afrique. Il est présenté comme étant la principale menace pesant sur la sécurité des pays du monde entier. Il frappe l'Afrique du nord au sud et de l'ouest à l'est. Le fait qu'un attentat puisse survenir en tout endroit et à tout moment suscite des angoisses disproportionnées par rapport à la réalité de la menace. Le terrorisme éventuellement frapper les citoyens de tous les pays dans leur quotidien, dans les transports, les écoles, les magasins, etc. Le terrorisme brise la distinction combattant-non combattant. Le nombre de morts qu'il suscite est relativement limité par rapport à d'autres menaces. C'est grave, mais par rapport à d'autres menaces. Mais son territoire éventuel est aujourd'hui illimité. Regardez ce qui se passe ici dans notre continent. Contrairement à une idée reçue, le 11 septembre 2001, avec les attentats aux États-Unis, ne constitue pas une rupture géopolitique majeure, comme on le dit parfois à tort. La place respective de chaque puissance, en effet, n'en a pas été modifiée, pas plus que les rapports de force internationaux. Mais il a de façon particulièrement spectaculaire montré qu'à partir d'un pays lointain, enclavé et déshérité, on pouvait organiser des attentats qui allaient frapper au cœur la première puissance mondiale. Le terrorisme... Monsieur le ministre, il vous reste 1 minute. Mais il faut le combattre avec les instruments dont nous disposons. L'Union africaine a un arsenal juridique, institutionnel très fort que nous connaissons tous. Mais elle n'a pas les moyens de sa politique. Tantôt, j'entendais dans la salle que c'était un problème de financement, de ressources. Je ne crois pas que ce soit un problème de financement et de ressources. C'est un problème de bonne gouvernance, de respect de l'état de droit dans nos pays, du fonctionnement des institutions tout court. Pourquoi dans des pays comme le mien, par exemple, qui ne disposent pas de ressources, très petits, avec les problèmes qui sont les nôtres, mais un havre de paix, de stabilité, de sécurité, un pays dont les institutions fonctionnent. On n'a jamais contesté une élection chez moi. D'ailleurs, on a eu des alternances politiques depuis très très longtemps. Et aujourd'hui même, l'actuel président de la République qui a été élu vient d'un parti de l'opposition. On a gagné les élections législatives au mois d'avril 2016, mais on a perdu les présidentielles. On a un régime parlementaire, comme vous le savez. Mais ça fonctionne, ça marche. Pourquoi ? Parce qu'on respecte notre Constitution. On ne la change pas pour se perpétuer au pouvoir. Ici, en Afrique, on a une façon curieuse de respecter la Constitution. On la change à notre gré pour un 3e mandat et après on la respecte. Merci. Merci, monsieur le ministre Soares Felipe, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense du Cap-Vert. La parole est à monsieur Francis Kassala. Francis Kassala est ancien ministre des Affaires étrangères de la République du Malawi. Monsieur Kassala. Thank you so much, Moderator. Excellencies, ladies and gentlemen. Peace and security for our continent will remain a nightmare if we don't deal with the challenges that our youth are facing.
the great population of our countries is youthful, 65% or more. These are the people that are being recruited by the terrorists to go and fight because they're disparate. I will just give you an example. Before coming here, there was an article in one of our daily newspapers where a lot of our youth were found in an oil tanker being trafficked out of the country. People have become so disparate that they can allow themselves to be transported in an oil tanker. And these are the people that can accept any offer, even from terrorists. And therefore, Excellencies, until and unless we deal with the challenges our youth are facing, the issue of security and peace in Africa will remain a huge challenge. We have used our youth during campaigns for political positions, and thereafter they're dumped and left to do with their own problems alone. I make two proposals, Excellencies. One, there should be a commitment at AU level as to how much resources from our national budgets should go towards skills development for our youth. Each country should commit to it and make sure that the resources made available to provide skills for our youth, even though that have not gone through the formal education system. They can be capacitated in terms of youth development, in terms of skills development. And unless and until we give them the skills, these youth will become disparate and will easily be recruited by terrorists and become a threat to our continent. Secondly, within Africa, we have our own capacities in terms of training institutions. Let's open up our training institutions to other countries. Most often, we only see our people being trained outside the continent. If we open up ourselves to other countries, we have capacities in Africa to support others within our continent, and therefore give opportunities to many of our youth that are disparate today. Moderator, Excellencies, if we can't deal with the youth problems, Africa will remain under threat. I thank you. Thank you, Excellency. Alors, la parole est à... alors, excusez-moi. Mani, ancien ministre du Botswana, parlementaire dans son pays. Monsieur Dlamani, vous avez la parole. Il est là. Sorry, Your Excellency, I'm actually former minister from Swatini. Excuse me. We are neighbors with Botswana, so I might as well represent them. Thank you very much for affording us this opportunity. Your Excellency, I'll only summarize my solutions to 9 because of time. The first one would be we need to collectively respect human rights wherever we are. And the second one, I think it is very important that we respect and accept that we have democratic leaderships in our countries, and we open up so that people understand who we are and why we are leading them. The third one would be, let us tighten corruption in all our countries. In all forms of corruption, let's arrest and detain all those who are corrupt, regardless of their status. The third one would be, I think my colleague on my right has rightly said it, let us cater for the youth. We have a very young continent. About 79% of us are youth. If we don't cater for them, they will find a way of dealing with us. Let us cater and prioritize them. This should be the overriding factor in the African Union and all the respective countries. The fifth one will be, let us build relationships with our different neighbors. We are where we are because we don't have the right rapport with our neighbors. And then this is why we have the infiltration of all this. And also, I think we need to deal with equitable distribution of wealth, Mr. Chairman and Your Excellencies. Unless we do that, there will always be a gap and people will always want to look for more. The other one is to implement development systems
that will allow everyone to fully participate. And also, we need to come up with innovative economic activities, Your Excellency, that will cut out foreign aid and that will make use of the youth in all the innovation that we are there. And also, we need to seriously, collectively consider foreign direct investment. I was very impressed yesterday when the Kingdom of Morocco mentioned that as an African state, they're now looking at even using hydrogen for power. This is the kind of attitude we need as a continent, to be innovative and do things our own and not rely always on external parties. I thank you, Your Excellency. Thank you, Laszlo Dlamani from Swatini, excuse me, Swatini. La parole est, je crois que la parole est Madame Claudia Del Rey, représentante de l'Union européenne pour le Sahel. Merci, je suis aussi ancien vice-ministre, mais je vais parler en anglais. The question is related to the actual reference to vicious circle, because I think that this gives us the key to understand that there are no real priorities in our responses, because all the responses are fundamental. And this is why we have to adopt an holistic approach. We have to act at the same time on different levels and make sure that we obtain results. For instance, it has been mentioned several times, strengthening governance. This is, for the European Union, the key solution for the problems, in particular of the Sahel. It is written in our strategy for the Sahel. The absence of the state is something that is really causing very structural problems, and this is why we have to intervene now. Then we have to strengthen the military capacity at state level. We are involved in that, and we also want to realize, we have the aspiration to realize the nexus between security and development, which is also very important because we are now bound by emergencies, for instance, food crisis, IDPs, refugees, and we cannot really pass to the next step, which is development. All partners should be in coordination. I know there are critiques which are legitimate, but I have to say that in terms of our coherence and our engagement, for instance, in the Sahel in particular, our investment is very big, and in terms of financial aid, and also in terms of being still the main partner of the countries of Sahel, which means that our relationship is very strong. It is true, as my friend Alpha Barry was saying, that we cannot always give answers at the level that the nations expect. But the problem is that we have the resources, we have the means, but it's difficult for us to respond to the needs when the interlocutors change continuously and the situation change continuously. Last 2 points, I want to talk about appropriation. For us, appropriation ownership is the fundamental aspiration that we want to obtain in working in close partnership with our partners in the Sahel. And then, as it has mentioned many times, it is really urgent to reestablish a social contract in the countries of Africa in general, but in particular in the Sahel, because we know that the youth is asking for an acceleration of history. And this means that unless we give quick responses to them, the situation will become very serious, because there are needs that need to be understood and considered, because we need to create societies that are really stable and want to be protagonists in the history of the globe. And I can tell you that without a protagonism of the African youth, we are not going to create a proper global order, which is absolutely needed now, especially with the challenges related, for instance, to the war in Ukraine. Thank you very much. Thank you. Merci. Alors, excusez-moi, je regarde ma liste. La parole est à Mamadi Touré. Mamadi Touré est ancien ministre des Affaires étrangères de la Guinée. Monsieur Touré. Merci, monsieur le modérateur. Je vais très rapidement
OK. Monsieur le modérateur, il est vrai que des progrès sont en train d'être réalisés en Afrique par des États et des organisations interrégionales pour contrer la menace terroriste, mais il faut reconnaître aussi que la menace ne faiblit pas. Les organisations terroristes sont de plus en plus sophistiquées, avec des moyens considérables et une capacité de résister et de s'adapter aux diverses stratégies. En général, les organisations terroristes réussissent plus facilement dans les pays où la gouvernance reste fragile, où la discorde interne est plus prononcée et où l'État a du mal à satisfaire les besoins primaires des populations, ce qui offre aux terroristes un terreau propice pour corrompre et recruter des jeunes frustrés et sans emploi qui ont des griefs contre le leadership du pays. De même, une fois installé dans les pays, le terrorisme aussi menace davantage la souveraineté des États, contribue à l'instabilité politique et à la déstabilisation des institutions. Maintenant, très rapidement, comment mettre fin à ce cercle vicieux? Il faut d'abord une très bonne connaissance des causes et de la dynamique des activités terroristes. Il faut éviter la généralisation. Parce que la dynamique du terrorisme n'est pas nécessairement la même dans tous les pays. Deuxièmement, sans doute, les opérations militaires et les dispositifs sécuritaires doivent être renforcés, ainsi que le partage des renseignements et les contrôles frontaliers et aussi l'entraide juridique. Cependant, ces mesures sécuritaires et juridiques, aussi importantes soient-elles, ne suffisent pas à vaincre le terrorisme. Et pour briser donc ce cercle vicieux, terrorisme, instabilité politique et menaces sécuritaires, il va falloir s'attaquer aux facteurs politiques, économiques et sociaux qui contribuent à sa propagation. Donc la lutte contre le terrorisme doit avoir une dimension, une approche plus globale, à travers la mise en œuvre de programmes socio-économiques tels que des investissements générateurs d'emplois, la fourniture des services sociaux tels que la santé, l'éducation, l'accès à l'eau et l'amélioration des infrastructures. Merci. Merci, Monsieur le ministre Mamadou Touré. La parole est à Régis Imonjo, ancien ministre des Affaires étrangères du Gabon. Monsieur le ministre. Merci, Régis Imonjo. Excellentes dames, messieurs, l'Afrique fait face à des menaces de plus en plus transnationales dont l'ampleur est inédite. La persistance des conflits et des menaces sécuritaires dans plusieurs régions de notre continent remet en cause les efforts de développement harmonieux dans nos pays et crée, comme cela est souligné, un cercle vicieux ébranlant nos stabilités macroéconomiques et nos développements inclusifs. Il est vrai qu'à ce stade, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une unique solution. Si c'était le cas, on le saurait. Mais plutôt une combinaison d'actions qui peuvent contribuer à instaurer, consolider une paix durable, gage de développement des États et de prospérité des peuples. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'Afrique doit traiter ses problèmes en essayant d'avoir une approche inclusive, lui permettant de ne pas être le théâtre de certaines expérimentations. La question soulevée ici mérite d'être traitée dans une dynamique globale. Nous avons, c'est vrai, les États, nous avons les communautés économiques régionales qui sont nombreuses, 8. Là aussi, il faut faire des efforts pour essayer de rationaliser cela. Et puis au niveau du continent, l'Union africaine. Il est nécessaire d'avoir une approche holistique à chaque étape, mais est-ce que nous mettons concrètement les efforts malgré plusieurs résolutions pour combattre les problèmes que nous citons? Il nous faut, comme je disais tantôt, nécessiter une approche holistique. Le tout sécuritaire est même contre-productif. Nous avons plusieurs exemples.
J'ai plusieurs points, j'irai très vite par rapport à ça. Il nous faut travailler au renforcement des États, des institutions et de la gouvernance politique, économique et sociale. Éviter de créer un certain ostracisme qui empêche certaines catégories de s'exprimer ou d'être exclues dans la mise en œuvre de la politique économique et sociale des États. Travailler au respect des valeurs et principes de l'Union africaine, tout en renforçant ses moyens d'enrichir des résolutions africaines. Renforcer la capacité de l'Afrique de parler d'une voix. On en parle le plus souvent, on dit ça, mais dans les faits, nous ne l'avons pas démontré à plusieurs occasions. Il faut permettre à l'Afrique d'être présente dans les organismes de gestion de la paix et de la sécurité, comme le Conseil de sécurité, qui est la priorité au niveau mondial. On en parle depuis, c'est vrai. Je dirais aussi, et ce serait pour terminer, que nous savons tous que l'Afrique est un village global. Et dans ce village global, nos frontières sont poreuses et ces frontières sont fluides. Donc il faut des stratégies absolument pour combattre le terrorisme et pour lutter contre la politique de ces frontières. Je pense sans prétention aucune que tout ce qui est dit peut permettre à briser le cercle vicieux dont vous avez fait état. Toute cette démarche nécessite par contre de prendre en considération le problème des effets dus au changement climatique. Merci. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Sans tarder, la parole à Lesogo Magokoti, ancien ministre des Affaires étrangères du Lesotho. Thank you, facilitator and moderator. I think before we can get to the solution on challenges that we are facing with the terrorism in Africa, we just have to remind ourselves of the root causes, which are ideally the ethnicization of political power struggles, competition over scarce resources and state power, violence fueled by proliferation of small arms, transitional of organized crimes and financing of terrorism, armed groups influenced by political, religious ideologies, and poverty, among others, and the high rate of youth unemployment. As a solution to what we can go forward regarding the terrorism in Africa is we should first start by having an inter-Africa commitment and solidarity. We lack solidarity so immensely that when one region or country has got a problem, it is its own problem or the problem of a regional economic community that will deal with it. We need also to enhance the operational framework of African organization, African Union to combat terrorism in order to realize the ambitious agenda of 2030 to silence the guns by 2030. So if we do that, the first thing will be the 5 battalions. The 5 battalions that are supposed to be on standby all the time when there is a problem in Africa. Empowering regional economic communities with money as African Union itself is depending on REX to take a stand first. Then in so doing that, it will help us to get rid of relying to international forces when there is a problem of fighting terrorism. It is very, very concerning as well to realize that the coup d'etat is now coming back in Africa in such an alarming rate. Let us consider powers that can be given to regional economic communities by first working on reforming the African
Peace and Security Council, as well as ensuring that we empower children to have more work, and that will ideally reduce the problem. Thank you very much. Thank you, Excellency. La parole est à Léonard Chi-Utundu, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la RDC. Merci, monsieur le modérateur. Pour ne pas se répéter, effectivement, la question du terrorisme, c'est souvent des actes de désespoir et de frustration. C'est pour cela que la démocratie, l'instauration de l'état de droit et de la bonne gouvernance, une gouvernance inclusive, est le moyen le plus efficace pour lutter contre le terrorisme. Mais en même temps, la lutte contre le sous-développement. Je pense qu'il faut assurer les moyens d'existence à tous les habitants d'un pays. C'est ce qui évite, n'est-ce pas, les frustrations. D'autre part, nous avons constaté dans la pratique, pour ne pas se répéter, qu'il y a deux formes de terrorisme actuellement. Il y a des gens qui utilisent les moyens asymétriques et puis d'autres même qui utilisent les moyens conventionnels. Pour ceux qui utilisent les moyens asymétriques, là, vous pouvez avoir une armée la plus forte. Il est impossible de lutter contre les gens qui utilisent les moyens asymétriques, d'où l'infiltration, le renseignement est une donnée fondamentale. C'est pour cette raison que la coopération internationale est très utile. Nous avons remarqué effectivement dans notre pays, par exemple, actuellement, que mais certains pays arrivent aussi à soutenir les mouvements terroristes dans le pays. Donc là, il faut voir aussi comment la coopération internationale peut imposer une manière de gouverner qui puisse assez que on vive dans un modus vivendi, dans une relation de bon voisinage qui assure la sécurité respective de chaque pays. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, pour ne pas se répéter. Merci, monsieur le ministre, d'avoir strictement tenu le temps. Alors, la parole est à Jean-Marie Ewouzou. Jean-Marie Ewouzou est l'ancien chef de la diplomatie du Bénin. Monsieur Ewouzou, s'il est avec nous. Jean-Marie Ewouzou. Non. Écoute, on gagne temps. S'il est là, j'essaierai de lui redonner la parole. Donc, Ewouzou n'est pas là, donc nous allons donner la parole à M. Basile Ikuwebe. M. Ikuwebe est l'ancien ministre des Affaires étrangères de la République du Congo. M. Ikuwebe. Merci, monsieur le modérateur. Je m'excuse, je viens de rejoindre la salle et je viens d'arriver également. Je n'ai donc pas pu suivre les conseils qui ont pu être donnés, mais quand j'ai lu le thème, je me suis dit, il est vraiment d'une actualité brûlante et il pose des questions qui relèvent plutôt du serpent de mer. Et je me dis, il n'y a pas qu'une réponse, il y aurait plusieurs réponses dont les causes sont multiples. Et en cela, je me réfère à un rapport du secrétaire général des Nations Unies, aujourd'hui disparu, Kofi Annan, le rapport qui portait sur les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durable en Afrique. C'est une approche multidimensionnelle, vraiment holistique. Il faut donc agir sur les causes, autrement le reste serait faire un peu de la cosmétique. Alors pour ce faire, l'Union africaine dispose de tous les outils nécessaires. Nous avons une abondante production, à la fois normative et programmatique. Il n'y a pas besoin d'en créer d'autres pour l'heure. Ce qui
relève surtout du défi, c'est la mise en œuvre, l'engagement politique. Il faut s'appuyer d'une part sur l'architecture africaine de paix et de sécurité et d'autre part sur l'architecture africaine de gouvernance. Une gestion vertueuse de ces instruments permettrait de couper l'herbe sous les pieds du terrorisme qui surfe sur les frustrations et sur nos lacunes. Parce qu'il faut l'avouer, ce sont les lacunes dans l'engagement politique, dans la mise en œuvre de nos propres décisions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Je rappelle la question que nous réunit aujourd'hui, terrorisme, instabilité politique en Afrique. Quelle solution pour ça, pour sortir du cercle vicieux? La parole est maintenant à Laurent Kabakouré. Monsieur Kabakouré est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Burundi. Monsieur Kabakouré. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais, comme c'est la première fois que je prends la parole, remercier l'Institut Amadeus pour avoir organisé ce débat, pour avoir organisé ce dialogue sud-sud. Et dire, comme les autres l'ont dit, que les menaces sécuritaires sont multiples et multidimensionnelles. Je vais m'appesantir sur la pauvreté, c'est coloré, les frustrations et le désespoir. Le terrorisme est une menace croissante pour l'ensemble du continent africain, mais présente de graves implications pour la paix et la sécurité dans le monde. Ce qui fait que la solution requiert une solidarité agissante et une coopération internationale. Tout le monde est concerné. Personne n'est à l'abri de ces menaces terroristes d'une façon ou d'une autre. Et il faut, comme le disait un brillant intervenant, mutualiser les efforts pour lutter contre le terrorisme. Je participais à ce débat hier. Il a été dit que le Maroc, et c'est vrai, prêche par l'exemple. On a donné l'exemple de ces interventions quand il y avait la pandémie d'Ebola dans les pays qui étaient frappés par cette pandémie, par la compagnie aérienne marocaine, au moment où toutes les autres compagnies aériennes avaient arrêté de desservir ces pays. On a cité cet exemple comme un exemple parlant de cette solidarité, de cette fraternité agissante. La lutte contre le terrorisme ne peut se limiter à une approche sécuritaire, les autres l'ont déjà souligné. Le développement durable et inclusif est le moyen le plus efficace pour traiter les causes profondes des conflits, de l'extrémisme et du terrorisme. Donc, il faut trouver des réponses aux frustrations qui alimentent le terrorisme. On va remarquer aussi que dans ce cadre, le Maroc offre un exemple, par exemple, par rapport, le Maroc est une... Monsieur le ministre, je vous prie de conclure. Je veux dire que les frustrations liées aux conditions de vie des populations offrent un terrain propice au terrorisme. Et dans ce contexte, il est important de mettre fin à la corruption pour former un gouvernement inclusif, réduire la pauvreté et le manque de soins de santé, élargir l'accès à l'éducation et créer des infrastructures de transport, des services publics et de communication pour soutenir la croissance économique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais rassurer ceux qui s'inquiètent. Je ferai de mon mieux pour que tout le monde ait droit à son tour de parole. C'est comme la campagne électorale. Je tiens strictement à respecter le temps de parole de tous et de chacun et de chacune. La parole est à Grace Diapou Efrati,
Madame Djapou Efrati est l'ancienne ministre des Affaires étrangères, membre du Parlement, donc députée. Elle nous vient de la République de Zambie. Madame Efrati. You press. Sorry. Thank you so much, Mr. Moderator. My name is Grace Njapawe Efrati. I'm a former Deputy Minister of Home Affairs in the Republic of Zambia. I'm so grateful for the organizers to invite Zambia to be part of this important fora. When we talk of terrorism, causes serious effects on economic. The most challenge is the direct economic destruction of property and lives. Terrorism acts makes people suffer from dramatic stress and depression, especially the vulnerable groups of women and the youth. What are we talking about here? We are talking about the security of our nations. We should not talk of a country. We should talk about the continent of Africa. Because Africa has got a lot of challenges that we have to tackle as people. We are seeing the massive destruction. Why? Because we have allowed ourselves to be used by the big boys instead of addressing issues of ourselves as Africa. Now, when we talk of political stability, the leaders, they click to power even when people are not clapping for them. Why are they still clicking to power? This is why now instability comes in, problems comes in. Now, what are the solutions? I think the solutions here, implementation of good governance policies. We should have good governance policies. Fulfillment of political inspirations. Improved socio-economic service delivery to our people. Creation of employment for youth and women. Let's not talk about youth only. Women work together with the youth. So let's talk about the women and the youth. Creation of good business climate environment. Provision of accommodative religious laws. We must have laws that can accommodate everyone. Good security spending. When I talk of good security spending, we must empower the security to fight the terrorism because it's a cancer to African continent. Now, why are we here? I'm told we've been coming here for a year in, a year out, for about 14 times. What solutions do we have as Africa? African Union is being led by not an African, but is being led by the big boys. What are we doing as Africans? I think this is a challenge. As a woman, as a former Deputy Minister of Home Affairs, I've gone around the world. But as we still talk of things of terrorism, political instability, security threats, why are we allowing ourselves to be used by the big boys? While Africa has the capacity to take care of itself. Thank you so much. Merci beaucoup. Si quelqu'un de l'organisation peut nous aider à baisser le son de nos voisins, je sais que ce qu'ils disent est tout aussi important que ce que nous disons, mais voilà, si quelqu'un peut s'en occuper de l'organisation. Alors je vais passer la parole à Madame... excusez-moi. Passer la parole à Madame Latifa Ibn Ziaten, fondatrice. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très honorée de participer à cette table avec des grands acteurs majeurs politiques africains et des grands experts. Je me présente, je suis une mère d'une victime terroriste. J'ai perdu mon fils dans le terrorisme et je sais qu'est-ce que c'est. Ça fait 10 ans que je suis sur le terrain. Je peux vous dire, messieurs, dames, aujourd'hui, la jeunesse, il y a une fracture très, très grave.
Il y a une fracture qu'on a besoin de concilier avec cette jeunesse du monde. Moi, je parle du monde général. Parce que cette jeunesse, il y a un chèque scolaire énorme, si vous voyez. Il y a l'éducation qui manque aussi. Parce que les enfants, ils ont besoin d'être un cadre, un accompagnement, de l'aide. Aujourd'hui, l'enfant, il est livré à lui-même. Je peux vous dire, autant que mère et autant que femme d'acteur dans le terrain, ça fait 10 ans, je vois comment on peut tomber vraiment dans ce secteur de terrorisme, tout facilement, par la souffrance, par l'ignorance, par l'éducation et par certaines villes où j'y vis, en tout cas moi en France, des ghettos. Quand on vit dans un ghetto fermé et qu'on n'a aucune chance de s'en sortir de ces ghettos, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir ces jeunes? Qui il est? D'où il vient? Il ne sait même pas sa identité. Croyez-moi. Ça, je vous parle avec mon cœur blessé à l'intérieur. J'ai perdu un jeune, un fils, un ami, un frère de 30 ans. Et je suis suivi cet assassin qui a tué mon fils. Et de savoir comment il a vécu, comment il était éduqué, de quelle manière. Et je peux vous dire, on est tous responsables. Je pense qu'on doit travailler tous ensemble, la main dans la main, pour éliminer cet ennemi. Parce que c'est une petite poignée qui tourne dans le monde. Si on laisse la place, ils sont là. Mais il faut remplir ces places par les gens de terrain, par l'État, par la confiance que la société soit en sécurité. Et on a un problème très, très grave. Et je pense, je vais moi personnellement, dans les maisons d'arrêt, c'est la première école pour le terrorisme. Dans les foyers fermés, c'est la deuxième école pour le terrorisme, messieurs, dames. Il y a un problème très, très grave. Et je peux vous dire, je suis 3 jours par semaine de chaque ville, que ce soit en France, aux États-Unis, en Israël, au Maroc, j'y vais partout, je voyage. Je suis une femme, j'ai donné ma vie à la société, j'ai donné ma vie à cette jeunesse. Et cette jeunesse, c'est l'avenir. Et c'est à nous tous de construire un monde meilleur pour laisser à cette jeunesse. Le monde est beau, mais on doit le rendre encore plus beau, chacun de nous. Merci. Merci pour votre témoignage et pour vos paroles si précieuses. Madame Latifa Ibn Ziaten, je n'ai pas eu le temps de le dire, vous êtes présidente de l'association Jeunesse et Paix. Vous venez de France. La parole est à Kader Abderrahim, professeur à Sciences Po Paris, directeur de recherche à l'IPSE, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup, Ousmane. J'ai entendu de la part d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres, d'une responsable de politique de l'Europe, des propos qui m'ont réconforté. Tout le monde est d'accord sur le constat qui indique qu'il faut respecter les constitutions et que c'est de là que viendra la stabilité institutionnelle. Pour tenter de répondre à la question qui nous est posée, je voudrais faire une simple proposition très concrète que nos dirigeants politiques pourraient éventuellement reprendre. Il me semble que le terrorisme progresse aussi en dehors de tout ce qui a été dit depuis le début de ce panel. Il progresse aussi parce qu'entre les différents États du continent, entre les différents pays, il y a peu ou pas de coordination pour lutter contre le terrorisme. Donc il me semble que l'Afrique, que le continent africain, et ça peut éventuellement être la responsabilité d'Addis Abeba à l'Union africaine, doit se doter d'un outil qui permette de coordonner un travail qui peut paraître ingrat, mais qui est indispensable parce qu'il touche à la sécurité de tous les citoyens. Et on peut l'appeler comme on veut, mais pour ne pas trop être dans la caricature, je dirais que l'Afrique a besoin d'un FBI à l'africaine, d'un outil transnational qui coordonne le travail des polices sur le continent. Maintenant, évidemment, cela suppose que les lois
et que la réglementation à la fois juridique et judiciaire soit à peu près respectée et conforme aux intérêts des États. Je vous remercie. Merci. Donc une proposition de Kader Abdelrahim, professeur à Sciences Po. Je rappelle, une des commandes du panel, c'est de sortir avec des propositions parce que, je le note, nous sommes à peu près tous d'accord avec les mots, avec les diagnostics. Donc il me semble peut-être pas nécessaire d'y revenir compte tenu en plus du peu de temps que nous avons. La parole est maintenant à Madame Thérèse Azagne. Thérèse Azagne est chercheure, consultant en politiques économiques, notamment pour le compte de l'Union africaine. Madame Azagne. Bien. Merci de me passer la parole. Je vais apporter un discours d'optimisme et répondre à la suite de ce que certains d'entre nous ont déjà dit ici et répondre à professeur Abdelrahim, qui a suggéré une action concrète de l'Union africaine en la matière. Je voudrais revenir sur la question de la jeunesse, parce que comme on l'a dit ici, en réalité, ce que nous analysons ici, c'est le fait que l'instabilité, alors on va dire l'extrémisme violent et la pauvreté s'auto-entretiennent. Donc la question des jeunes est centrale, parce que si elle n'est pas résolue, alors nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Heureusement, ce que je voulais dire ici en termes positifs, c'est que le rôle des jeunes dans les questions de paix et de sécurité ne sont pas toujours négatifs, parce que si les jeunes représentent 65% de la population en Afrique, ils sont à la fois une menace et une opportunité pour le continent. Beaucoup de personnes ont déjà parlé de volet menace, donc je vais parler de l'opportunité. En 2018, l'Union africaine a conduit une étude sur le rôle et la contribution des jeunes à la paix et la sécurité en Afrique, qu'on a appelé le programme Youth for Peace. Et dans ce cadre-là, j'étais responsable de la zone Afrique centrale. Nous étions repartis dans différentes zones et j'ai eu le plaisir de visiter plusieurs pays de la sous-région, notamment la République centrafricaine, le Tchad, le Cameroun, le Gabon et la RDC. Et beaucoup de résultats sont sortis du terrain, mais je voudrais en souligner deux. Le premier, qui est le plus marquant, c'est que moins de 10%, j'ai même envie de dire à peine 5% des jeunes en Afrique sont engagés dans les actes de violence sur le terrain. La plupart des jeunes veulent la paix, recherchent la paix et sont actifs sur les questions de paix et de sécurité dans leur localité. Ce sont des actions locales et qui ont des impacts au niveau local. À cause donc de cette localisation-là de leurs actions, elles ne sont pas souvent médiatisées suffisamment pour être connues à l'échelle nationale et encore moins internationale, bien entendu. Et aussi, ces jeunes-là manquent souvent de soutien institutionnel, logistique, mais surtout financier, pour étendre leurs actions à des localités un peu plus étendues, on va dire. Et donc, de cette étude-là, qui a été publiée en 2020, malheureusement, à la période où le coronavirus est arrivé, dont la médiatisation même du rapport n'a pas eu l'écho qu'on en espérait, les recommandations que nous en avons faites, c'est justement d'aider au niveau continental, dont l'Union africaine a organisé un cadre d'accompagnement pour les jeunes œuvrant sur les questions de paix et de sécurité dans les différentes sous-régions en Afrique et même au niveau continental. Je vous prierai de conclure, s'il vous plaît. D'accord, monsieur le modérateur, nous avons un discours positif, donc essayons de rester là-dessus. Donc, l'une des recommandations et donc qu'on voudrait faire ici, c'est de promouvoir justement les questions d'éducation à la paix et surtout de l'éducation politique, parce qu'on l'a relevé ici, beaucoup de jeunes sont dans une fracture, un manque de confiance envers leurs élites politiques. Quand je parle d'élites politiques, c'est à la fois les élites au pouvoir et aussi de l'opposition, parce que justement, ils n'ont pas l'impression d'être entendus et d'être compris, ils ont plutôt l'impression d'être instrumentalisés. Je vais m'arrêter là. Merci, parce qu'on n'est pas en avance et j'aimerais pas créer de frustration. La parole est à Mathieu Charles Saint-Pro, chercheur, directeur général de l'Observatoire géopolitique. Il nous vient de France. Monsieur. Merci, monsieur le modérateur. Alors, tout simplement, je voudrais dire que c'est le rôle des États et c'est le rôle d'avoir une vision politique. Et je voudrais rendre hommage au roi du Maroc, qui est le seul Africain à avoir une vision d'avenir et une vision positive.
La solution pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme est d'abord la résolution des crises. Et dans le monde arabe, on sait très bien quelles sont ces crises. C'est la Palestine, c'est le Sahara marocain, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Pour ce qui concerne la Palestine, je suis désolé, mais enfin il faut le dire, depuis 70 ans, depuis plus de 70 ans, le complot sioniste marche sur la tête des Palestiniens. Hein. Excusez-moi, mais je ne vois pas trop le lien avec la réunie. Lutte contre le terrorisme, monsieur le modérateur. En Afrique. Ah si. C'est ça. Je n'ai pas noté ça. On m'a dit que c'est la lutte contre le terrorisme. Alors, pour ce qui concerne le Sahara marocain, il est clair aussi qu'il y a un complot qui, alors là, nous sommes en Afrique. Hein. Bon, on est en Afrique, oui ou non? Oui, je pense. C'est pas la peine de... Monsieur Saint-Pro. Monsieur, vous... Peu de tenue, s'il vous plaît. Je vous donne la parole parce que je suis le modérateur. J'ai fait la police de la parole. En ce qui concerne le Sahara marocain, il y a un complot contre le Maroc. Il y a aussi le problème de l'ingérence dans les affaires intérieures des États. Alors on ne parlera pas du Liban, on ne parlera pas de l'Irak, on ne parlera pas du Yémen, mais M. Hilal, le représentant permanent du Maroc aux Nations Unies, a mis en cause les ingérences iraniennes dans les affaires marocaines. Et il a mis en cause l'alliance, le lien entre l'Iran et le Polisario. Et ça, c'est clair. Hein. Et il y a l'aveuglement occidental aussi, c'est-à-dire celui des États-Unis avec leur toutou de l'Union européenne. Hein. Je suis désolé de le dire, mais il y a aussi ce problème. Les États-Unis qui ont créé plus de dégâts qu'ils n'ont résolu de problèmes, que ce soit de l'Afghanistan, que ce soit en Irak, que ce soit partout ailleurs. Il faudrait plus de coopération régionale, on est tous d'accord, mais le problème, c'est le régime algérien. Il y a ceux qui travaillent sérieusement, ceux qui ne font que parler. Ainsi, le prétendu sommet d'Alger a quelque chose d'hallucinant. On veut résoudre les crises internationales, notamment la crise Russie-Ukraine, à partir d'Alger. Mais on est incapable de s'occuper des problèmes de son peuple. On est incapable de s'occuper de ses problèmes intérieurs. Donc, tout cela, c'est de la galéjade. En fait, il y a un soutien aussi de l'Algérie. Vous appuyez votre... on vous entend plus. Il y a le problème du soutien de l'Algérie au séparatisme et notamment au séparatisme au Sahara marocain, et ça c'est le problème numéro un. Il faut être clair que tant que ce problème ne sera pas résolu, il n'y aura pas d'avancée majeure. On l'a bien vu au sommet d'Alger, on l'a bien vu avec le sommet d'Alger, puisque l'Algérie a traité le Maroc plus bas que l'herbe, hein, et qu'il n'y avait personne. Hein. On nous montre qui? On nous montre le président tunisien, qui est le toutou de l'Algérie. On nous montre 2-3 personnes qui ne pèsent rien. Hein. Il n'y avait que peut-être que le président égyptien qui comptait. Et il n'est pas d'accord surtout avec l'Algérie, Dieu merci. Donc en réalité... Je vous prierai de conclure. Ce sommet d'Alger était un sommet pour rien. Et je pense que la lutte contre le terrorisme, elle consiste d'abord à la résolution des crises. Et je le répète, la crise palestinienne et la crise du Sahara marocain. Alors je sais bien qu'il est très mal vu de parler de la Palestine, mais j'en parlerai autant que je voudrais. Moi, ça me gêne absolument que vous parliez de la Palestine. Vous pouvez en parler autant que vous voudrez, mais il y a juste une question, un cadre qui est écrit ici. Et moi, mon boulot, c'est juste de faire respecter ce débat. Et je suis désolé si je fais mon boulot. Voilà. La parole est maintenant à Ramadan Abouzahir, qui est directeur Abouzahir. Ouais. Il est là, je lui donne la parole. Il est directeur de recherche à Bruxelles.
Bonjour tout le monde, je vais vous parler en arabe. Si vous permettez, vous prenez les traductions. شكرا لمديز، شكرا للمغرب على هذه الاستضافة. يجب تأطير أو تسجيل حركة المنظمات الإرهابية في أفريقيا بعد مقتل الظواهرة بشكل مختلف تماما، حيث أن سجلنا عبر أبحاث قريبة بأن هناك انتقال لقيادات التنظيمات الإرهابية وتزاوج بين القاعدة وداعش في الصحراء الأفريقية أو فيما يسمى منطقة الساحل، ومع تشابه الأدوات والأهداف لحركة الشباب أو بوكو حرام أو القاعدة أو داعش في هذه المنطقة، ومع تزايد وازدياد في تدخلات الدولية الخارجية لدعم بعض هذه الحركات، ومع تطور أداء هذه الحركات ببعضها وصل إلى درجة أنه يستطيع أن يصنع أسلحة لاستمرار أو توسع عمليات الإرهابية، وفي ظل تراجع أدوار الدول الوطنية في التنمية وغياب التنمية في هذه المناطق، وأيضا ضعف أجهزة الأمنية لهذه الدولة، أعتقد أن على القارة الأفريقية الآن حان الوقت المناسب، وقد تحدثنا في المغرب قبل عامين عن ضرورة تأسيس وكالة الاستخبارات الأفريقية. هذه الوكالة التي من شأنها أن تمكن هذه الدول لتبادل المعلومات الكافية لتطور الأداء الأمني الأفريقي، لحماية الأمن والسلم الأفريقيين، لمحاربة ومكافحة الإرهاب بشكل أفضل بعيدا عن الخلافات السياسية بين الدول. ونقترح أن يكون مقر هذه الوكالة في المغرب، حيث أن المغرب نحن نرى في هذه القاعة وفي القاعات المجاورة أن أفريقيا كلها مجتمعة هنا، ونحن هنا نريد أن نعطي تقنيا فعالية لهذا المقترح، أن المغرب هي دولة منفتحة لمعظم البعثات الأفريقية، يتعلم في جامعات وفي الأكاديميات المغربية من عشرات الدول الأفريقية. شكرا. وأيضا يوجد كادر مغربي يتقن لغات أفريقية ودولية عديدة، وأيضا المغرب هي بوابة أفريقيا إلى الدول الأوروبية ودول العالم أجمع. أشكرك وأشكر المغرب على هذه الاستضافة. Merci beaucoup. La parole est à Paul Salem, président de Middle East Institute, qui nous vient des États-Unis d'Amérique. Paul Salem. Ah, il arrive. Il n'est pas là, Paul Salem? Alors, je vais passer la parole à... Attends, non, mais je vais passer la parole à Anas El Gomati, fondateur, directeur général du Gouvernance Sécurité. Il nous vient de Libye. Thank you, Mr. Moderator. I'm going to be quick in my remarks. We've heard so much around the table. We've heard different ideas from statesmen, from intellectuals, and from activists. And so I want to be very clear, because we've been here before and we've seen this film before. So I want to leave a few remarks for us to remember for next year. And remember that this phenomena is changing. We're 2 decades on, over 2 decades on, from 9/11. How's the situation? Getting better or getting worse? We had one big group in 9/11. Now we have many groups, and we have franchises across the continent. I think what's more interesting to me is not to count the franchises, or to look at these plants, but to understand the soil and how they're growing. The first thing is something that no one has mentioned so far. Don't forget your prisons. Don't look at your borders. We know about the borders, and the era of hard security is over. You can't control your borders. You can manage your borders at best, but you're not going to control your borders. They're open. They've been that way for thousands of years. You can maybe manage them at the best. But your prisons, you have control over them. Go and look at any prison today on the continent, particularly look in the Middle East and North Africa. That will give you a good acid test of what kind of terrorist is going to come out.
because these places are breeding grounds and they're training grounds. And the words that you'll hear across each and every one of them is, I told you so. Because you'll find people being tortured, their human rights are being abused. And then a few hours later, you're going to find the next recruiter saying, I told you so. We're better than they are. That's a big lesson that we have to learn. If we can't improve and beat them in the battle of ideas and on practice, no chance. So watch your prisons, because that's where it's going to start coming from as well. The second thing is, look at your garden and how it's growing. We forget about social media because things that happen offline are consuming our attention. But the online space is terrifying. The online space now, and it's states that are responsible for the online space. Look at Facebook 10 years ago. Facebook was this utopia. It's now a dystopia. Look at TikTok. The next generation of children that are growing up being disinformed, misinformed, and learning to mistrust everything that they see, everything that they witness, and everything that they learn. That is the perfect breeding ground. Please, you can conclude. I'll finish up. So the final message is, sort your house out. You know, don't just look at your borders. Look at the things that you can control. You do have some control over the online media space. So governments have to learn how to strategically communicate. They have to learn to clean up these things. Secondly, they have to work out security sector reform, critical. That happens outside in the field, it happens inside your prisons as well. That's going to be critical. And thirdly, look at the future generation that is growing up. What are they consuming? How are they consuming? That's the next battlefield, and so I'll leave it there for next year. Thanks. Thank you. Merci. Nous allons réparer un impair sur la liste. Nous n'avons pas donné encore la parole à Patrick Rajoelina. Patrick Rajoelina est l'ancien ministre. Merci beaucoup. Oui, ancien ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar et conseiller spécial du président de la République, André Rajoelina. Plus que tout autre continent, le triptyque terrorisme, instabilité politique et menaces sanitaires touche l'Afrique depuis les indépendances et même parfois bien avant. Le très discutable découpage des frontières de la conférence de Berlin de 1885, à laquelle d'ailleurs les Africains n'ont pas été associés, est, de mon point de vue, le premier facteur de trouble en Afrique. Le deuxième facteur est un facteur exogène, la lutte acharnée des grandes puissances pour accaparer les ressources naturelles, mais aussi corrompre les régimes politiques et occuper de façon illicite d'immenses territoires fertiles de notre Afrique. Le troisième facteur est évidemment celui de la corruption. Cette corruption qui, étrangement, fait la part belle aux corrupteurs. En effet, on entend malheureusement très souvent des cas de corruption massive concernant telle ou telle personnalité publique. Mais quid des corrupteurs? Quid de ces entreprises transnationales qui financent tel ou tel candidat à une élection majeure ou qui contrôlent financièrement des parlementaires, des maires, des hauts fonctionnaires? Quoi qu'il en soit, notre réponse collective, notre réponse africaine doit être consensuelle. La première réponse, et je vais paraphraser un de mes prédécesseurs, serait peut-être de renforcer encore plus la coordination des services de renseignement et de sécurité à l'échelle continentale. Renforcer la coopération, la coordination de nos services de renseignement signifie, par exemple, doter l'Union africaine d'un cabinet militaro-civil exclusivement dédié à collecter et à traiter pour les États les informations sensibles. Mon pays, Madagascar, a d'ailleurs dû faire face à une tentative de déstabilisation, allant même jusqu'au projet d'assassinat du président André Rajoelina en juillet 2020. Grâce à une collaboration particulièrement efficace avec certains services de renseignement amis, nous avons réussi à déjouer cette funeste entreprise. À l'issue d'un projet équitable, transparent et particulièrement respectueux des droits humains, les individus factieux ont été condamnés et purgent actuellement leur peine de prison. Le prix de la liberté, de la sécurité et du fonctionnement démocratique de nos pays est certes élevé, mais le prix de la violence qui entraîne la pauvreté, l'insécurité
et la désolation écologique l'est encore plus. La deuxième réponse, c'est naturellement l'action concertée contre le terrorisme et les menaces sécuritaires en Afrique. Le renseignement, rappelons-le, est une donnée utile qui permet aux dirigeants de prendre une décision en toute connaissance de cause. Le renseignement est depuis l'origine du monde le fait de répondre à des interrogations ou d'obtenir des signaux précurseurs à des mouvements criminels de l'adversaire. Enfin, et j'en aurai terminé là, la troisième réponse est naturellement la lutte contre la corruption. En effet, que cela soit le terrorisme, l'instabilité politique ou la menace sanitaire, sécuritaire, ils sont fondés, si je puis dire, sur les transferts d'argent massifs. En effet, qui achète le pétrole extrait dans certains pays par des groupes terroristes? Qui finance les mouvements violents, déstabilisateurs des régimes démocratiquement élus africains, sinon l'argent sale de la corruption, l'argent d'ailleurs souvent détourné des marchés publics frauduleux? Qui installe par des actions violentes le sentiment souvent réel des menaces sécuritaires, sinon de supposés opposants? En réalité, ces soi-disant opposants sont souvent des agents de grandes compagnies minières, pétrolières, gazières ou autres, qui installent l'insécurité, voire la maltraitance des populations dans certaines régions pour mieux développer leurs activités prédatrices. Telle est, monsieur le modérateur, ma modeste réponse à la question posée. Merci, monsieur Patrick Rajoelina, et encore une fois, toutes nos excuses. Alors, je donnerai la parole à Tom Sanderson. Tom Sanderson est consultant, chercheur, ancien directeur du Centre transnational de recherche stratégique et internationale aux États-Unis. Tom Sanderson. Thank you very much, Mr. Moderator, and thank you to the Amadeus Institute for the invitation to come here. I will keep it very brief, and I'll start off with a inward look at my own country and recognize that we have rising levels of lack of accountability with our former president, Trump. We have rising levels of violent extremism in the United States, and we have a deterioration of the rule of law in the United States. So I want to say that and recognize that we have our own problems before I mention anything else. Number two, inviting Russia's Wagner Group into the continent for counterterrorism is like spreading Ebola as a weapon of counterterrorism. It is not going to work out. It's a force for evil, and there is nothing to be gained by having the Wagner Group on this continent. Number three, all speakers have rightly identified the source of the problem, and there are many sources, but the primary source, and that is failed governance. And I think we're probably going to hear from other former government ministers and others that was the same case in their country. So I'm very curious. I think it'd be fascinating to hear from the former government ministers here. While you were in power, what were the obstacles? Who were the people, the institutions who did not enable accountability and transparency? I think that would be more interesting to hear rather than repeating what the problems are. We know what the problems are. Who were the problems? Which institutions? Name names. If you had a magic wand, what would you have done when you were in power? Thank you. Thank you. Merci beaucoup. La parole est à votre voisin, le professeur Jawad Kerdoudi, qui est le président de l'Institut marocain de... Merci, monsieur le modérateur. Alors, je vais vous parler de l'expérience marocaine concernant le terrorisme djihadiste, puisque c'est de cela qu'on parle. Et très rapidement, cette politique de notre pays se répercute sur 5 éléments que je vais passer très rapidement. Le premier, c'est l'aspect religieux. Et nous avons la chance au Maroc que notre roi est aussi Amir al-Mouminin, qui veut dire prince des croyants. Et donc, il a un pouvoir religieux légitime et il se sert de ce pouvoir pour prôner un
un islam tolérant et ouvert. Et il a même créé l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams, qui est non seulement réservé aux Marocains, mais surtout aux étrangers et notamment à nos frères africains. Tout cela parce qu'on ne peut pas ne pas, et personne n'en a parlé, de l'aspect religieux du terrorisme, puisqu'on parle du terrorisme djihadiste. Le deuxième, très rapidement, le deuxième élément, il le faut, c'est le bras sécuritaire. Et le Maroc a créé, d'ailleurs ça a été dit par mon ami Abdrahim, le Bureau central d'investigation judiciaire, qui est le BCIJ et qui est un petit peu comme le FBI marocain. Et je voudrais juste vous donner un chiffre. Depuis sa création en 2015, 24 cellules terroristes ont été démantelées. Et aussi, chez nous, l'assistance et la coopération de la société civile. Nous avons ce qu'on appelle les Moqaddam. Moqaddam, c'est les responsables de quartier. Et donc, dès qu'ils considèrent qu'il y a quelque chose qui concerne le terrorisme, et c'est normal, ils informent les autorités sécuritaires. Le troisième, c'est l'éducation. On ne peut pas essayer de sortir de ce terrorisme sans l'éducation. Et notre pays a généralisé l'éducation sur tout le territoire, y compris dans le monde rural. Et nous insistons, nous insistons sur l'éducation des filles. C'est très important d'éduquer les filles. Le quatrième, c'est le développement économique, parce que ces terroristes, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve soit parce qu'ils sont ignorants, ils n'ont pas eu d'éducation, soit parce qu'ils sont pauvres. Et donc, c'est comme ça que les terroristes sont sauvés. Et dernier point, c'est l'emploi des jeunes. Les jeunes, il faut les occuper. Alors nous avons aussi une politique d'installer des terrains de foot dans chaque quartier. Parce qu'il y a l'éducation, mais il y a aussi le sport. Et je vous remercie. Merci, professeur. Je vais donner la parole à Jean-Marie Ouzou. Monsieur Ouzou est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin. Merci beaucoup. Je m'excuse beaucoup pour être venu en retard, mais il y a tellement de manifestations très intéressantes ici qui polarisent l'attention de tout le monde. Et c'est pour cela que je me suis cantonné à d'autres activités entre-temps. Alors, le sujet, je ne reviendrai pas là-dessus parce que je sais que tout le monde en a parlé amplement, mais je vais rebondir tout simplement sur l'intervenant qui a précédé, qui me précède ainsi, et juste pour dire ceci, que le terrorisme évolue, prospère dans des milieux très, très pauvres, où l'éducation n'existe pas, où les religieux font une politique de récupération rapide sur les jeunes. Lorsqu'ils sont pauvres, lorsqu'ils n'ont pas de travail, eh bien, ils s'adonnent à une seule activité, eh bien, ils sont à la mosquée, matin, midi, soir, donc ils sont endoctrinables. Voilà ce qu'il faut. Le tout sécuritaire n'est pas la solution. Il faut le développement, compléter la sécurité avec le développement, nécessairement. Sinon, si vous voulez éradiquer le terrorisme par la violence, vous ne faites que le terreau des djihadistes parce qu'ils vont se venger. Ils vont dire, eh bien, quand nous brandissons la religion, on nous attaque, on nous agresse. Par conséquent, nous devons maintenant nous replier sur nous-mêmes et revenir en force. Donc, en même temps qu'on est en train de lutter contre cette guerre asymétrique par la violence, en même temps, il faut intéresser la jeunesse, l'occuper sérieusement,
lui donner une bonne éducation, lui donner une culture religieuse responsable et puis ensuite lui trouver du travail. Je crois qu'en quelques minutes, j'ai dit ce que je voudrais dire dans ce débat. Je vous remercie. Merci, merci Monsieur le Ministre. Alors la parole est maintenant à Olivier Guitta. Olivier Guitta nous vient de Suisse. Merci, monsieur le modérateur. Je viens de Londres, mais bon, je prends la Suisse tous les jours, il n'y a aucun problème. Good afternoon, everyone. I'm very happy to be here. I'm going to focus on solutions rather than facts. And I've been working on terrorism in Africa for the past 18 years. I had a big I told you so moment. I warned my American and European friends 18 years ago that Africa would overtake the Middle East as the main hub for terrorism. We have witnessed defeats from all military operations, whether it's from France or the UN or coming up from Wagner. Talking with jihadists and trying to foster a dialogue is not going to work out. There's too much at stake, and jihadists are not going to take no for an answer. So for any other country in Africa to go and think that they can talk to Islamic State or Al-Qaeda, good luck. What I think is the main point of my remarks is to win the hearts and minds of the population. Nobody has mentioned that, but that's what it's all about. Why is that it's all about? Is that because back in 2004, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb looked at this specific issue, and we know that with discussion they had with bin Laden, that they had made a choice of trying to get the population on their side, bringing power, electricity, water to areas, and to make themselves on the side of the population. 18 years later, the same is going on with the aspect of fear. And unfortunately, what we're seeing at the moment is that Islamic State and Al-Qaeda, both of them, are controlling huge swaths of territory in many countries, sometimes more than 50%. The risk of mini caliphates in Africa is extremely real. Governments want to put their heads in the sand, that's their problem, but that's what happens on the ground, what we're seeing. The population has no choice in a lot of parts of the Sahel to just give in to the jihadists if they want to survive. Governments have time and again failed their population. They have not provided basic needs, and they have given up. And now is the question of good governance, not good governance. It's practical matters that we've seen. Provide electricity, water, think that the government and the central capital is taking over other areas of the countries are the signs to come and give hope to the people. And so blame population for siding with Islamic State when you want to protect your family and you have no other choice and that the central government is not there. That's the daily life of a lot of my friends. Yes, creating a religious counter-narrative is a must, but it boils down to killing the recruiting machine of Al-Qaeda and Islamic State, making sure that the threats that they are leaving the population in constant fear are not going on forever. And last point, governments should look at one extremely high opportunity. Al-Qaeda and Islamic State hate each other. They're fighting each other in many countries, including Mali and Niger. And I think governments should try to take this opportune moment to divide the jihadists and make themselves kill each other rather than anything else. Thank you. Thank you. Je rectifie donc, contrairement à ce qui est écrit dans le document, vous venez bien de Grande-Bretagne et non de la Confédération suisse. Alors, je pense que nous y sommes presque. Pour conclure ce tour de table, je donne la parole à Driss Benamor. Monsieur Benamor est président d'Atlantis, qui est un centre de recherche géostratégique. Voilà. Merci, monsieur le modérateur. C'est monsieur Driss Benamor, juste pour information. Merci pour cette agréable session. Ce qui me pose un petit problème, c'est que
ça fait plus de 30 ans que je suis dans la recherche et plus de 30 ans que je suis dans les métiers de la sécurité, et du terrorisme, de la défense. Mais ça fait également 30 ans que j'entends exactement les mêmes discours. Tous les hommes politiques qui sont ici présents, comme a dit Madame, notre sœur de Zambie, qu'est-ce que vous avez fait pendant vos passages au niveau de vos gouvernements? Vous êtes en train de critiquer des choses que vous-même avez peut-être vous-même gérées. Donc pour nous, ça me pose un problème parce que ça fait 30 ans qu'on écoute la même chose. Après, je voudrais quand même passer rapidement sur les problèmes, sur les solutions, parce que sinon on va rester ici pendant 2 heures. Mais Madame, ma sœur de Zambie, la coopération interafricaine, ça fait 30 ans qu'on la vit et puis on voit le résultat. Ça ne marche pas. Et l'Union africaine, avec tous ses textes et tout son vouloir de bien faire, n'arrive pas. Les sous-régions n'arrivent pas non plus. Donc la seule, pour moi, bien sûr pour moi, la seule solution, ou une des solutions, c'est une coopération internationale. On ne pourra jamais faire les choses sans la coopération internationale. D'abord, on n'a pas les moyens. Beaucoup de pays africains ont du mal de sécuriser leur propre pays. Ils sortent de leur capitale, il n'y a plus rien. Et on est parti, j'ai fait plusieurs pays comme nombreux de nos amis ici, et c'est très difficile. Donc pour pouvoir équiper les services de sécurité, il faut beaucoup d'argent et il faut beaucoup d'équipements. Pour sécuriser les services de défense également. Les renseignements, n'en parlons pas. Et ce sont les 3 sous-métiers qui sont primordiaux si on veut sécuriser au minimum un pays. À partir de là, on peut peut-être réfléchir, mais sans la coopération internationale, ce sera difficile. Alors après, Union africaine, Nations unies, Union européenne, c'est à vous, les responsables politiques, de réfléchir à ces problèmes-là et peut-être au niveau de l'Union africaine. Par contre, je voudrais juste donner quelques chiffres. De 1980 à 2000, donc 20 ans, il y a eu 5000 attentats terroristes dans le monde islamique. De 2001 à aujourd'hui, 45 000. 95% des attentats terroristes qu'il y a eu, c'est dans cette période 2001 à 2022. Je passe peut-être le message après à mon ami américain. Et on voit après très bien qu'après les interventions américaines en Afghanistan et en Irak, ça s'est propagé au Moyen-Orient et ça se propage maintenant au niveau de notre zone, à tous, la zone africaine. On ne va pas parler du Sahel proprement dit, puisqu'on voit bien que ça se passe au Mozambique, en Éthiopie, dans différents pays africains. Donc c'est très difficile. Et pour moi, excusez-moi, mais s'il n'y a pas de coopération internationale, ce sera impossible. Après, je rejoins mon ami Sekir Doudi ici par rapport à l'aspect religieux. Puisque, comme vous avez dit, c'est des djihadistes, c'est des islamistes, c'est ceux qui comprennent plus ou moins la religion. Mais si on arrive d'une manière ou d'une autre dans chaque pays à leur expliquer c'est quoi la religion, c'est quoi l'islam, et le pour et le contre, etc., ce serait une chose formidable. Alors, il y a un système marocain qui est mis en place, qui marche. Je suppose que dans tous les pays, il y a aussi des systèmes parallèles qui doivent également marcher. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Les prisons, effectivement, c'est un terreau de futurs terroristes à gérer. Par rapport aux crises politiques dans chaque pays, je pense qu'on sait tout un petit peu les problèmes de la gouvernance dans chacun de ces pays-là, qui est à revoir peut-être à un niveau africain ou peut-être à un niveau sous-continental des régions. C'est peut-être des choses à faire. Par contre, je reviens à mon ami Abdelrahim par rapport à un FBI africain. Vu la dimension de l'Afrique et le nombre de pays, ce serait sûrement très difficile, mais on peut faire ça au niveau des sous-régions, avec également des centres de formation. Puisqu'il faut que, pour qu'on puisse bien coopérer, il faut que tout le monde ait la même formation et plus ou moins les mêmes équipements. Si vous êtes en face de vous, vous avez des gens qui viennent avec certains types d'armes et vous êtes avec autre chose, c'est difficile de pouvoir travailler ensemble. Et pour coopérer, eh bien, il faut que dans la même chambre, vous ayez des gens de la Défense, du ministère de l'Intérieur, de la police et des renseignements et des politiques pour qu'on puisse communiquer. Parce qu'entre les pays, on ne communique pas. Je vous laisse conclure. Merci beaucoup. Alors merci Driss Ben Omar. Ce sera la conclusion définitive de ce panel. Merci d'avoir coopéré. Je sais que ce n'était pas évident. C'était un exercice de style. Si certains sont frustrés, je m'en excuse. J'y suis pour rien. J'étais juste un exécutant. Merci en tout cas à tous. Merci au Premier ministre. Merci au ministre. Merci à toutes et à tous. Bonne suite
de programme. Et merci à Amadeus.